Salut les joueurs, salut les joueuses, ravi de vous retrouver dans cette Trick Track Télé avec un invité de marque, s'il vous plaît, autour d'un sujet de marque, un sujet merveilleux, s'il en est. C'est Days of Wonder et c'est monsieur Adrien Martineau que nous recevons. Salut Adrien. Salut Guillaume, ça va bien? Bah écoute, ça va très bien, très content de pouvoir passer ce petit moment de papotage avec toi. Ça commence bien, très bonne intro. Ah, c'est super. Tu as apprécié? Alors, monsieur Adrien de Days of Wonder, on s'est dit que le temps avait quand même drôlement passé depuis que Days of Wonder s'était monté et qu'il y a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de choses, de restructuration dans l'air et tout, et que ça serait peut-être bien d'en profiter pour faire un petit peu le point, non? Je pense que c'est le bon moment parce qu'effectivement, comme tu dis, ça fait 2002, la boîte a été créée en 2002. Ouais. Donc, on commence à être un peu parmi les vieux dans le paysage ludique, tu vois, clairement. Les grands anciens. Voilà, donc on n'est pas les plus anciens, mais on commence à faire partie des anciens, c'est sûr. Donc oui, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de jeux sont sortis, beaucoup d'événements, de récompenses, beaucoup de récompenses. On en espère toujours plus, mais déjà pas mal, c'est déjà bien. Tout à fait. Et puis des gros changements récemment. Ouais. Des gros changements récemment. Alors on va commencer en présentant un petit peu l'actualité, si tu le veux bien, sur le plan ludique. On a mis sur la table, vous l'avez vu, vous connaissez peut-être d'ailleurs ces boîtes. Ce sont comment le dire, les locomotives, les grands succès. C'est un peu nos locomotives, c'est nos best-sellers. Ouais. C'est ce qui fait sur un plan purement économique, vivre la société. Et c'est aussi qui nous représente. Les joueurs nous connaissent en grande partie pour ces boîtes-là. Pour ces boîtes-là. Et d'autres, mais effectivement. Oui, parce que on n'a même pas pris les Chevaliers de la Table Ronde. On aurait pu prendre les Chevaliers, Gang of Four. Voilà, il y en avait d'autres. On a fait juste une petite sélection. Alors c'est vrai que peut-être un des plus connus, en tout cas il me semble, celui qui la locomotive par excellence. D'ailleurs le jeu en fait son. Voilà, c'est ça la grosse. Ce sont les Aventuriers du Rail. Avec les prix, parce qu'il n'en a pas gagné qu'un. Hein, on peut mettre sur toute la tranche du jeu de la boîte des Aventuriers du Rail. C'est même une première. Alors c'est une des premières éditions, je pense que vous avez, parce qu'il n'y a pas les prix. C'est collector. Je pense que c'est la même. Si tu vas à l'intérieur, on va trouver les petites imperfections qu'on a eues sur la première. Sérieux? Ouais, vas-y. Tu peux encore nous le dire? On va essayer de regarder, voir si les premiers trucs. Vas-y. On va découvrir des petites choses. On va rigoler un peu. Vas-y, rigole. C'est le moment de retourner un peu dans le futur, dans le passé, de se balader. Ouais. Je crois que voilà, c'est le premier plateau. Il a une particularité, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir à l'image, c'est que la piste de score s'arrêtait à 80. Tu vois, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de parties. On se dit, ouais, 80 points. 80, c'est largement suffisant. Ouais, c'est suffisant. Puis tu dépasses, tu comptes, quoi. Et donc, on fait une piste de score à 80. Ah, c'est excellent. Je crois que c'est uniquement le premier tirage. Et la piste de score est montée à 100 tout de suite après. D'accord. Il n'y a pas les logos, il y a la vieille piste de score. La vieille piste de score. C'est un premier tirage. C'est un premier tirage. C'est un peu comme Magic. Tu as les cartes à bord noir. Eh oui, vois, ça on peut le montrer en caméra. Les cartes bord noir. On va le montrer en caméra déportée. Premier tirage. Voilà. Clac. Et dès le second tirage, on a vu des cartes à bord blanc. Alors pourquoi? Parce que ça marque moins. Ouais, ça marque moins. Voilà, le jeu n'a pas été beaucoup joué, ça se sent. Et déjà, tu as effectivement un peu des marques blanches parce que le papier est imprimé quand il est comme ça, de toute façon. Donc ça tient un peu moins effectivement la distance que les bords blancs. Ouais, le blanc, même si le côté bord noir a un petit côté classe. Hein, c'est classe, c'est vrai que c'est classe. On peut le dire aussi. On y revient de temps en temps. Si tu as dans Five Tribes, il y a certaines cartes qui ont des bords noirs et qui sont justement les cartes qui sont les moins manipulées dans le jeu aussi. Donc qui le permettent. Moins gênant, exactement. Qui le permettent. Ouais. Un des autres succès, je vous le disais, on va juste faire un petit tour rapide, on n'ira pas aussi long sur chacun des jeux. Vous les connaissez, il y a des Trick Track Télé. Adrien est venu régulièrement nous présenter ces jeux. Mémoire 44 fait partie, on en parlait aussi un petit peu hors antenne, de ces jeux qui sont régulièrement retirés, au moins une fois par an, tu nous disais. Oui, c'est un jeu qui a quand même une base installée déjà de joueurs. Avec ces championnats d'ailleurs, qui marchent toujours très bien. Voilà, des gens qui font des tournois, ainsi de suite. Et c'est un jeu qui permet à beaucoup de gens, dans des férus d'histoire par exemple, de commencer à se mettre au jeu de société. C'est des jeux qui sont vendus dans des musées, par exemple en Normandie, que tu vas trouver dans des musées normands. Et puis c'est un jeu qui reste quand même relativement simple en termes de difficulté. Donc on n'est pas un wargame, hein. C'est un jeu d'affrontement sur la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais écrit wargame au dos de la boîte. Ça permet à des gens, on a mis 8 plus sur la boîte, ça permet à des gens qui ne sont pas forcément des gros joueurs
de pouvoir quand même s'amuser avec ce type de jeu. S'amuser avec ce type de jeu. Voilà. Et puis effectivement, il y a toutes les extensions qui ont permis aussi au jeu de vivre, de continuer avec de nouvelles armées, de nouvelles maps, les maps géantes, les maps où on se met à 12. C'est typiquement un jeu, à extension à tiroir parce que c'est un jeu basé sur des scénarios, hein, donc on va jouer à chaque fois un scénario différent et puis plus on en joue, plus c'est intéressant. Et là, malheureusement, je veux dire, le second, enfin la Deuxième Guerre mondiale a offert un nombre de batailles incroyable et donc la source de nouveaux scénarios est pas loin d'être intarissable. Et on a un peu vu tous les fronts, on a eu les Japonais, les Russes, ainsi de suite. Ouais. Avec même du campagne. On a des systèmes de campagne, on a comme tu dis, on a les systèmes de livres, voilà, on a des livres de campagne avec des livres complets de campagne, on a les systèmes avec effectivement à 6 contre 6 ou à 4 contre 4. Donc on a vraiment on a le mode en profondeur, voilà, donc c'est le jeu, c'est un jeu à tiroir. Voilà, c'est ça. J'aime ce jeu-là, j'ai envie de jouer à 4, je vais plutôt m'orienter vers ces extensions-là, ainsi de suite. Quoi. Donc, le Mémoire 44. Le suivant, me semble-t-il, c'est le Small World. Oui, Small World, qui est arrivé lui aussi, plus récent, mais qui a été aussi récompensé. Une deuxième grande boîte, Small World Underground, des extensions avec de nouveaux peuples, des concours qui ont permis, et surtout, la boîte de luxe. Et là, le Designer Edition. Designer Edition, ce truc de fou donc, qui… ouais, donc c'est un beau succès. Puis c'est un jeu, là, je trouve encore une fois, qui est facile à étendre. C'est typiquement ce que j'aime bien dans ce mode-là, c'est le fait de pouvoir rajouter comme ça par petites doses des peuples et des pouvoirs. Si tu veux, ça rajoute pas beaucoup de règles. Et ça permet de renouveler l'intérêt du jeu, ton expérience. Voilà, et c'est très facile à apprendre. Quoi. Ouais. Ça, c'était Small World. Vous allez continuer les statuettes parce qu'il y avait des statuettes de fou. On avait fait des belles statuettes qui étaient initialement dans le Kickstarter et qu'on avait fait finalement séparément. On va pas en faire plus. D'accord. C'est toujours la même problématique. C'est très cher à produire. Tu es quand même sur des statuettes qui valent à produire dans les 40-45 $ pièce. Donc, et on est sur nous des tirages relativement limités qui augmentent d'autant plus les coûts. Voilà, donc on vendait ça 70-75 €, je crois. Qui était déjà un prix du collectionneur, de l'amateur très fort. Mais c'est vrai que la statuette valait son pesant de cacahuètes en termes de très beauté, joli, très très esthétique. joli, très belle, mais c'est pas quelque chose. Mais je pense que clairement il y a les gens, je pense que la communauté dans laquelle nous évoluons, les joueurs, ils aiment bien dépenser de leur argent, mais plus on regarde dans les jeux. C'est-à-dire quand tu vas dans des trucs qui sont un peu trop, si on est trop du produit, tu vois, dérivé, je pense que voilà, c'est un peu moins. Les gens voient moins. Et je comprends l'intérêt par rapport à un jeu, quoi. Donc ça fait plaisir à plein de personnes. Il y a un public qui est relativement restreint par rapport à ça. Mais restreint, c'est Small World. La dernière grosse nouveauté, on a reçu Monsieur Catala, il maîtrise son jeu, on a expliqué les extensions. L'extension était présente à Essen 2015, c'est Five Tribes avec les artisans de Nakala. On est encore dans la nouveauté, hein, on est d'accord. C'est un jeu qui a à peine plus d'1 an, donc oui, surtout que nous on aime un peu insister. Sur le jeu marche, on ne va pas dire effectivement. Allez, on passe à la suite. Voilà, non, c'est encore relativement frais, quoi, parce que on va voir déjà comment il se comporte déjà sur une deuxième année, tu vois, c'est intéressant. Et puis on va le développer comme on a commencé à le faire avec les artisans. Avec les artisans de Nakala. Donc on est sur cette nouveauté avec le logo de l'Asdor. Une fois encore, on disait les récompenses, on n'en a jamais assez, mais c'est quand même toujours bien le Trick Tracker. Autant pour moi, Monsieur Fall, je n'avais pas vu qu'il y avait le deuxième petit logo. C'est de ma faute, pardon. Mais effectivement, ça fait toujours plaisir de recevoir des récompenses. Et puis la dernière, celle qui était présentée comme une nouveauté, on l'avait annoncé sur Trick Track à Essen 2015, c'est la nouvelle map Ticket to Ride United Kingdom. Donc c'est déjà le numéro 5 et c'est à chaque fois 2 maps. C'est pas à chaque fois. Ah oui. Afrique. Ça dépend, il y en a qui sont seuls, l'Afrique est tout seul. India, il y en a 2. India, il y en a 2. Asie, il y en a 2. Asie, il y en a 2 quand même. Pays-Bas, il n'y en a qu'une. Et Pays-Bas, la nouvelle, il y en a 2. Et là, il y en a 2 puisqu'on a la Pennsylvanie aussi. C'est un peu aussi une question d'essayer d'offrir, si tu veux, un contenu différent à des prix différents. D'accord. L'idée, c'est de dire, il y a des extensions qui coûtent moins cher, forcément le contenu est un peu moins important. Plus léger. Et puis derrière, si tu veux mettre un peu plus, effectivement, tu as 2 cartes. Et je ne sais pas si, bon, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est quand même bien Sherlock Holmes qu'on a là. Bénédicte. Tu la reconnais pas? Non. Ah ouais. Vas-y, dis-moi. Elle est dans Sherlock Holmes aussi.
je crois que c'est Marie Reilly, elle joue la femme de Watson dans le deuxième. Dans le deuxième, dans la suite, C'est autant celle qu'il y avait pour dans moi. l'auberge espagnole aussi. Ah, la poisse. Dans l'auberge espagnole. Ah, la poisse, j'aurais dû. Bon, effectivement, Cumberbatch, c'était tellement. Voilà, ça a attiré l'attention. On va faire une petite trick-track télé spéciale Ticket to Ride. Donc, on n'ira pas plus loin. On va juste maintenant un petit peu rentrer dans l'actualité, le détail de Days of Wonder. Alors, Days of Wonder, il y a eu quand même un changement majeur. Est-ce que tu peux retracer un petit peu l'historique de ce changement de l'année? C'est clairement un changement majeur pour Days of Wonder et on essaye que ça soit un changement mineur. Dans les conséquences. Pour les gens qui aiment Days of Wonder. Donc la société a été revendue il y a un peu plus d'1 an maintenant à Asmodée. Donc on fait partie maintenant du groupe Asmodée. Donc on s'intègre dans cette belle galaxie qu'Asmodée est en train de fonder. Avec un nom particulier, studio développement, non on est un studio, voilà, on communique sur le fait qu'on est un studio Asmodée et qu'on développe des jeux pour le groupe Asmodée qui vont être effectivement mis sur le marché par les différentes filiales de distribution d'Asmodée. D'accord. Donc on est vraiment dans cette logique. Hein. Et en fait, c'est des logiques qui sont assez naturelles puisque tu vas retrouver un peu des logiques dans le cinéma, dans d'autres secteurs. Voilà, il y a des entités qui vont produire du contenu du jeu et puis une autre après on le redonne à quelqu'un d'autre qui se charge commercial, des choses comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment une idée de logique. Une décision difficile à prendre ou... Alors je pourrais pas te dire parce que c'est pas moi qui l'ai prise. Moi j'ai pas été au début de Days of Wonder, donc je fais pas partie des actionnaires, des propriétaires de la boîte, hein, donc je n'étais pas dans les décideurs. Elle était facile à recevoir comme décision dans le sens où les gens d'Asmodée, on les connaissait depuis un bon moment, c'est-à-dire qu'on est distribué en France avec Asmodée depuis toujours, donc notamment sur le marché français. Days of Wonder avait une histoire très très forte avec Asmodée, hein. On se connaît depuis très très longtemps. Les premiers produits Gang of Four et justement Mystère à l'habit ont été vendus par Asmodée au début. Donc on n'est pas passé chez des gens qui nous connaissaient pas et qui nous ont racheté comme ces ça. gens. Voilà, non, c'est vraiment des gens qu'on connaît, qu'on aime beaucoup, qu'on fréquente très souvent, qui en plus connaissent nos jeux, puisque un distributeur de cette importance-là, quand tu commences à bosser sur un jeu, tu vas leur montrer, un peu en avance et tu prends un peu leur feedback. Donc c'est pas dur. Hein. C'est vraiment, j'ai envie de dire, on est des amis. Donc maintenant, on est des amis qui bossent ensemble. Maintenant, donc on travaille ensemble dans la même boîte. Donc c'est pas un problème. Days of Wonder avait aussi alors je sais pas si c'est une particularité, je ne connais pas non plus tous les arcanes, donc tu m'excuseras si je dis des bêtises, Adrien, mais il y avait une entité, alors bicéphale entre guillemets, il y avait 2 têtes de pont majeures, il y avait Days of Wonder US, Days of Wonder France. Ce rachat concerne les 2 entités, mais continue d'exister chacun sur… Le rachat, oui, concerne les 2 entités. Nous, on s'est toujours vu comme une seule entité. C'est-à-dire que le fait d'avoir deux localisations ne faisait pas une double entreprise. C'était pas un problème. Il y avait des gens qui faisaient quelque chose à un endroit pour l'intégralité des of Wonder, d'autres à l'autre endroit pour aussi l'intégralité, d'autres qui étaient plus spécifiques, typiquement sur des fonctions plus marketing, choses comme ça. Mais on s'est toujours considéré comme une seule société. Et puis, c'était effectivement à raison de Skype le soir et des téléphones et puis ça, avec le décalage. Mais ça marche, ça a très bien marché pendant 10 ans. Donc, il y a pas de raison. Donc voilà, c'est l'ensemble des of Wonder qui a été racheté par Asmodée. Et c'est intéressant pour Asmodée de bénéficier un petit peu notamment de la structure qu'avait Days aux US pour se développer aussi là-bas. Et puis voilà, plus maintenant effectivement le FFG qui a rejoint aussi le groupe. Voilà, donc c'est vraiment une fusion, une mise à disposition. On devient plus fort en mettant ce que chacun peut apporter, plus que simplement l'addition des individualités. Oui, tu as envie de dire qu'une fusion réussie, c'est 1 + 1 qui font 3. Donc, enfin, en l'occurrence, c'est 1 + 10 qui vont faire 15, on va dire, sûr. Mais voilà, vraiment l'idée, c'est de profiter de tout ça. Et je pense que c'est pour ça que moi, je vois vraiment l'aspect bénéfique. C'est-à-dire que nous, ça nous donne plus de temps pour développer nos jeux en meilleure intelligence avec nos partenaires de distribution qui vont de fait faire un meilleur boulot derrière de distribution. Voilà, donc et sans craindre, parce que c'est ce que parfois les joueurs font remonter, sans craindre le fait de se dissiper dans une entité plus grande ou sans craindre le fait de se dire « Ah oui, mais alors on va finir par ne faire plus qu'un seul et même gros groupe. » Non, il n'y a pas forcément… Moi, je comprends l'inquiétude des joueurs et c'est l'inquiétude que toute personne a quand 2 boîtes comme ça, quand une boîte rachète l'autre. À court et moyen terme, je peux dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je pense que le groupe Asmodée comprend l'intérêt qu'ont les marques, tu vois, en tant que tel. Voilà, et je pense que c'est dans notre intérêt de dire Days of Wonder doit continuer d'exister, de proposer des nouveaux produits, d'étendre ses gammes,
parce qu'il y a un attachement à tout ça. à tout ça. Et nous, on le voit très bien, que ce soit sur les salons, les gens viennent nous voir, là, chaque année, je viens sur votre stand, Oui. qu'est-ce que vous avez de nouveau, il est où machin, je viens sur votre site, et nous, on a une communauté qui est très forte sur notre site, par exemple. Donc, il y a un attachement à la marque, comme il y a un attachement à la marque FFG, comme il y a un attachement à ces marques-là. Ouais. Et je pense qu'il faut capitaliser sur ces marques-là et Sur les cet développer. attachement. Alors, après, quoi, dans 10 ans, ou 15 ans, Ah bah, 20 ans, on est d'accord. écoute, voilà, là, vraiment, j'en sais rien. Court, Mais moyen. moi, l'horizon qui me concerne, Pas de moi, en souci. tout cas, tu vois, voilà, pas de souci. Mm. Et je pense que c'est la chouette partie du boulot à venir, ça va être justement d'avoir encore plus d'outils Ouais. pour renforcer ces Pour marques-là. renforcer tout ça. D'autant que Days of Wonder a réellement imprimé, dans le temps dont on discutait depuis tout à l'heure, 2002, a réellement imprimé dans ces plus de 10 ans maintenant, une marque réelle. Ce format de boîte et même, j'allais dire, la patte graphique, la façon dont les règles sont organisées, Monsieur Fall le rappelle à chaque fois en disant, ben voilà, la façon de présenter un éclaté du jeu pour dire c'est la mise en place, le matériel rehaussé, tout ça, c'est effectivement la marque de fabrique des of Wonder malgré tout. Enfin, Ouais, en tout cas, tout à c'est ce fait. qui a fait C'est un votre... truc qu'on a fait très tôt en fait. C'est-à-dire que dès les premiers jeux, si tu regardes Mystère à l'abbaye, Ouais. Ligue des pirates, il y avait La déjà un petite peu cette cloche, exigence voilà, de matériel ouais. qui est façonné pour le plaisir du jeu. Graphiquement, on s'est toujours détaché. Alors, l'industrie a évolué, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a 10 ans, on avait peut-être une longueur d'avance. Aujourd'hui, je vais être super franc et honnête, je pense que le niveau a super augmenté. A et quand je vois ce explosé. que font certaines personnes, je fais waouh! Donc, il n'y a pas de problème. Il va Donc, nous, je falloir pense s'en qu'on voilà, sortir. nous, Ouais. on s'améliore aussi, mais je pense que voilà, aujourd'hui, le milieu du jeu de société, et notamment en France, je pense qu'on a une industrie en production de jeux, au niveau de la qualité des jeux et de la présentation, qui est formidable, quoi, je pense qui est inégalée dans le monde. Hein. Ouais. C'est très chouette. Vous le sentez même côté US, ce regard porté sur cette production en disant waouh, oui, il y a quand même. Il y a quand même un truc, hein, quand les jeux français, tu vois, débarquent, il y a vraiment quelque chose, quoi. Justement, ce qu'a Asmodée aux US, alors c'est un peu compliqué de le voir du côté français, mais il y a il y a eu un véritable effort d'Asmodée US en fait, hein, pour accompagner les jeux. Alors, j'ai dire français, mais c'est franco-belge, on va dire, surtout parce que nos amis, j'oublie pas nos amis de repos, pour accompagner ces jeux là-bas et défendre et puis travailler sur cette image. Et c'est très bien perçu. Hein, et on a, je pense, en France, en tout cas, de l'extérieur, on est vu comme un milieu qui produit des jeux de qualité au niveau du gameplay et du graphique et du graphisme, qui est vraiment bonne et qui, je pense, ça sera une des envies d'Asmodée de perdurer cette image. Et voilà, pour revenir sur Days et sur ce niveau de qualité, on essaie effectivement on attache beaucoup de temps et d'intérêt au petit côté merveilleux. La présentation, hein, moi effectivement, il y a le gameplay qui est quelque chose et c'est ce qui vient en premier. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas éditer un jeu pas chouette pour en faire un jeu beau et dire oh, regarde, c'est beau, c'est bien. Donc, voilà, donc le jeu il faut que le jeu soit bien. Derrière, si on soigne l'emballage, on sait qu'effectivement, ça va pouvoir attirer des gens qui sont peut-être un peu moins joueurs, moins dans le milieu, et dont la mécanique est importante, mais le premier regard va être sur une couverture. Hein, c'est toujours un facteur de différenciation. Quoi. Il y a des tas de gens, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui jouent au jeu avant de l'acheter, sur un salon, sur un festival, ou qui vont regarder une Trick Track TV. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans une boutique et qui prennent la boîte. Ah, c'est joli. Et ils n'ont jamais joué, ils savent pas ce que c'est. Donc je pense que c'est. Ça fait partie du coup de ce premier contact entre la personne et le jeu de société. Donc forcément, c'est à soigner. Est-ce que du coup, il y a une petite question là sur le chat en même temps que nous parlons. Est-ce que du coup, il y a parfois aussi de votre côté, avant de passer sur le côté numérique, des petites déceptions en disant mais celui-là, on y a cru, on a fait comme les autres, on l'a soigné et puis oh bah mince, on s'attendait à un accueil. Alors quelqu'un la cite par exemple Relic Runners, moi j'ai pas de chiffre en tête, etc. Mais est-ce que du coup ça peut aussi arriver de se dire on avait tout mis au vert, tous les voyants étaient au vert et pourtant… Alors on a clairement eu des déceptions. Je pense pas qu'on ait de mauvais jeux dans notre édition. On n'a pas de mauvais, au niveau même mécanique, on n'a pas de mauvais jeux. On a des jeux qui sont meilleurs que d'autres, tu vois. Bon, ça c'est clair. Il y a des jeux effectivement sur lesquels on pensait avoir tout bien fait effectivement en termes de réglage, de graphisme, de communication. Et puis des fois ça prend pas. Alors là-dessus, je suis assez pragmatique et réaliste. Aujourd'hui, pour réussir, il faut pas un bon jeu. Il faut un excellent jeu. Il faut pas qu'un bon jeu. Oui, c'est ça, oui, carrément. Okay. Donc, des fois, on arrive, on a un bon jeu, ou peut-être même un peu mieux qu'un bon jeu, si tu veux. Et puis, voilà, tu arrives à un moment donné, il y a peut-être une autre sortie en face, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Tu vois,
plein de petits facteurs que tu peux arriver à identifier les uns et les autres, mais c'est quoi la formule qui fait que là ça a marché tout fonctionne. ou ça n'a pas marché. Donc des fois tu dis ah oui là il y a une com d'enfer, on a bien bossé sur la com donc ça marche bien. Puis, voilà. Mais voilà, donc oui on a des déceptions, Rally Runner en fait partie, Cargo Noir en fait partie. Donc oui il y a des jeux sur lesquels on s'est dit on pensait faire plus que ça. De toute façon il y a même tous les voyants mis au vert, il y a encore ensuite comme on vient de le dire les personnes qui rentrent en boutique. Et puis ça, on ne le maîtrise pas. L'alchimie qui va se faire au bon moment ou pas au bon moment. Il y a une alchimie. Ça, c'est difficilement maîtrisable. Les premiers avis, tu vois, c'est un truc qui compte toujours beaucoup. C'est-à-dire quand tu vas montrer un jeu dans un festival ou une convention, alors un avis, ça va pas faire le jeu, hein, mais quand tu as une dizaine, quinzaine, si tu veux, d'avis qui vont arriver 1 mois, 2 mois avant que le jeu sorte, c'est assez déterminant. Tu vois. Je vais prendre le cas de Five Tribes que Bruno avait amené au Gathering of Friends d'Alan Moon, qui s'était déroulé en avril. On l'avait ensuite fait jouer à Paris Ludique et on avait quelques boîtes à vendre et on avait fait jouer le jeu à la Gen Con. Et Bruno avait réussi avec ses plus d'autres festivals. Il avait été à Ludinor, il avait été à Toulouse, il avait fait un paquet. D'accord. Donc il a été rencontré son public. Oui, il a été rencontré son public. Et clairement, on a eu les premiers avis qui sont tombés et ça aide vraiment à lancer un jeu. Et du coup, je passe avec la petite transition que tu as fait tout à l'heure sur un autre aspect propre à Days of Wonder. Vous avez été dans les premiers à travailler sur un des premiers. Je tempère dans le milieu, on va dire, du jeu de société, à avoir senti et introduit le numérique très fort, très tôt. Tu parlais du site, mais il y a aussi eu le jeu en ligne. Vous avez été dans les premiers, il y avait des codes, et il y a encore d'ailleurs des codes sur les règles pour pouvoir rentrer les codes sur le site de Days of Wonder, pouvoir y jouer, etc. Les portages avec Ticket to Ride, qui a réussi, Small World aussi, Mémoire 44, même si c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, vous allez avoir aussi ce rôle-là, cette spécificité, maintenant que vous avez rejoint le groupe Asmodée. Oui, en fait, juste pour revenir un petit peu, effectivement, refaire un peu l'historique. Dès le début, en fait, c'est marrant parce que dès que Days a été créé en 2002, les créateurs et patrons de Days venaient en partie de l'industrie de la high-tech dans la Silicon Valley. D'accord. Donc, ils ont tout de suite eu le prisme de dire on va faire des jeux de société différents avec justement leur pendant numérique. Donc, le premier, ça a dû être Gang of Four, qui a dû être adapté qui est jouable en ligne. Qui a explosé en nombre de parties. Qui font beaucoup de parties. Il y a eu même à l'époque les Colliers de la Reine, qui était peut-être le deuxième ou troisième jeu qu'on a édité à l'époque. Une boîte un petit peu plus grande. Voilà. Et puis, Aventurier du Rail, qui ressort chez Cool Mini Note. D'accord. Et Aventurier du Rail, qui a dû sortir la version numérique, je dirais, 2004-2005. Donc très proche en fait de la sortie du jeu lui-même. Donc on était au début uniquement sur des versions web-based, donc on pouvait jouer que sur. Et puis on a eu à l'arrivée de l'iPad cette petite étincelle quand on a vu ce produit arriver en disant waouh, c'est quand même un petit plateau de jeu que je pose sur une table, quoi. Alors pas très grand, mais c'est le premier écran à plat et ça a tout changé. C'est-à-dire que avant l'arrivée d'iPad, l'écran c'était comme ça, devant toi. Et là, c'était le premier écran qu'on a mis effectivement comme ça, en bas sur une table, tu vois, abordable en termes de prix. On s'est dit, effectivement, c'est un petit plateau. D'où l'idée d'avoir justement cette petite version de Small World qui était sortie en 2010 avec un plateau de jeu uniquement. Et on avait vraiment insisté sur le fait que c'était un jeu de société. Donc il n'y avait pas de mode en ligne, il n'y avait pas de, je ne suis même pas sûr, je crois qu'il n'y avait même pas de mode solo à la base. C'est-à-dire que c'était un truc à jouer. C'était voulu. Voilà. C'était un jeu de société. C'était un jeu de société. Sur numérique. Voilà. D'accord. Ça a évolué, on a fait une version 2, on a mis plus de joueurs, le multijoueur, l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Alors j'ai plus la date en tête, on a sorti Aventurier du Rail sur iPad qui était vraiment un très très gros succès. On a été ranké dans le numéro 3, dans le top 3 des toutes applications confondues, si tu veux, sur une semaine ou deux consécutives. Excellent. Donc voilà, sur l'App Store, c'est... Quand tu es numéro 1, tu vends 1000 fois plus de jeux que celui qui est numéro 10. Qui en vend lui-même 1000 fois plus que le numéro 1. Ça fait vraiment, ça te met en valeur. C'est une vraie mise en avant. Et on a continué, donc il va utiliser la version 2 de Small World, Mémoire 44. Là, on travaille de nouveau sur Aventurier du Rail. Et c'est aussi, je pense, une des spécificités qui a plu à Asmodée lors du rachat, c'est de dire maintenant, on va doter le groupe Asmodée d'une filiale axée sur le développement numérique, que ce soit le jeu ou autre chose, mais avec des gens qui sont
dont c'est vraiment le métier. Expérimenté Ouais, là-dedans. dans le domaine. Donc, la première chose qu'on a pu voir, c'est l'adaptation de Splendor, Tout à fait. qui a été développé par un studio tiers, mais dont Days of Wonder a fait le formatage final et il a mis un peu dans le moule Asmodée Days of Wonder Digital, avec le multijoueur, la manière de gérer le lobby et ces choses-là. D'accord. Enfin, le multijoueur qui va arriver, pardon. Mais la manière de dire comment je rentre sur le jeu, comment je le lie à mon compte Days of Wonder, voilà, toutes ces choses de classement, de ranking. Et on va avoir de nouveaux projets. De nouveaux projets. Voilà, faut dire maintenant, faut se mettre en point de perspective, se dire voilà, c'est le groupe digital, la partie digitale d'Asmodée, les possibilités sont. Et vous en faites pas qu'elles partie. sont infinies, mais presque. Et donc, vous en faites partie, bien évidemment. Ça, c'est maintenant voilà, on est là, 2015, fin 2015. Est-ce qu'on peut dire un petit peu ce qui arrive pour 2016? Bon, rapidement, peut-être pas rentrer dans les secrets. Bon, là, ça s'excite un petit peu sur le chat. Il y a déjà des questions très, très précises. Ouais, bah, tu me les diras. Mais je te les dirai. Je te répondre si je peux, hein, c'est pas un problème. Parce que du coup, on a, tu le disais, il y a d'autres portages numériques. Il va y avoir la grosse boîte, celle qu'on attend, la boîte Days of Wonder 2016. Ouais. Donc ça, c'est un jeu qu'on a déjà un peu sorti parce qu'on espérait le sortir cet été. D'accord. On a pris un peu de temps et c'est tant mieux. D'accord. Parce qu'on a encore peaufiné le jeu, on a pu finir de le régler et on se positionne, on va le sortir, je pense, sur ce qu'on va viser, ça va être Cannes en France. D'accord. Donc, nous sortir février-mars 2016. Donc, c'est bientôt. C'est un jeu qui s'appelle Quadropolis et c'est un jeu qui a gagné le concours de Boulogne des créateurs en 2014. C'est bien lui. C'est bien lui. Donc, c'est un jeune créateur. C'est son premier jeu édité. Voilà, qui s'appelle François Gandon. D'accord. C'est un jeu de construction de ville. On est vraiment dans du SimCity. Ouais. Chaque joueur va pouvoir construire sa petite ville devant lui en prenant sur un plan plateau, un chantier commun, les bâtiments. Central. Et il y a une petite mécanique qui est extrêmement astucieuse, c'est que le pion qui va me servir à récupérer mon bâtiment va définir dans quel endroit je le pose dans ma ville. Voilà, donc il y a un système de double contrainte qui est d'une astuce, je trouve, absolument redoutable. Et pourtant très simple. C'est très simple. C'est-à-dire que la mécanique du jeu est très très simple. Et elle permet de faire beaucoup de choses tout en ayant des contraintes, parce que c'est un jeu de ville. Et si je peux mettre n'importe quel bâtiment tout le temps, tout le monde fait la meilleure ville. Et puis c'est pas rigolo, on n'est pas dans un jeu. Mais cette mécanique est tellement simple que quand on a fait une partie ou deux, on la passe un peu en second plan, on l'oublie un petit peu et on se concentre vraiment sur sa ville et on fait des plans de. Alors, c'est pas d'architecte, mais d'urbaniste, tu vois, en disant effectivement, je vais mettre le port ici parce que c'est plus. Et puis, mes parcs, tel endroit, voilà, base industrielle là, et puis pas trop près parce que ça va polluer mes gentils habitants qui habitent dans le quartier nord-ouest, tu vois. Et puis, grâce à. Il y a le truc qui est fort, c'est qu'il y a 6 types de bâtiments. Il y en a juste 6 en fait, dans le jeu. Et tous combinent les uns un peu avec les autres, et donc on est sur vraiment un jeu de combinatoire, et on a un nombre de modèles de villes différentes qui est très très grand. Il y en a plein qui marquent, il y en a plein qui fonctionnent bien, il y en a plein qui sont peut-être très fortes, mais tellement dures à faire, et c'est-à-dire qu'il faut que tout rentre au bon endroit, tu vois, que ce soit planifié à l'extrême. Donc voilà, donc c'est très fin. On a fait un nombre de parties absolument incroyable, et le jeu se renouvelle. Au bout de 200 parties, des fois, je fais ah tiens, j'essaie de mettre ça comme ça là. Ah non, c'est raté. donc tu t'y amuses encore. Voilà, oui, je m'amuse énormément. Et la preuve, c'est que quand je vais le faire jouer dans des soirées, des festivals, choses comme ça, si je peux jouer, je le fais. Et je ne serai pas là pour perdre. Il n'y a pas de souci. C'est la grosse boîte, donc Days of Wonder 2016. Dans ceux qui sont un petit peu curieux, on a vu Five Tribes, les artisans de Nakala, avec un petit numéro 1. Oui. Il y aura un numéro 2 ? Alors, oui, je pense qu'il y aura un numéro 2. Je ne peux pas dire quand, où, comment, pourquoi. On a mis ça effectivement, parce qu'on trouvait ça rigolo, comme petite astuce sur la boîte. Ça tease. Attends, tiens, je vais le montrer. Voilà. Là, juste ça, là. Vous voyez ? Juste le petit 1. On se dit, mais forcément, il va y avoir un numéur 2. Il y aura donc. Voilà. Ce qu'on aimerait faire sur Five Tribes, en fait, c'est. J'aime bien ce format étui là, qui se fie aux extensions, qui est un format qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Je pense qu'on va essayer de développer effectivement la numéro 2, puis la numéro 3, si l'envie nous en prend, dans ce genre de format-là. D'accord. Dans une extension, la celle-là est à 20 €, alors est-ce que l'autre sera à 20 ou à 25 Oui, ça va dépendre du contenu, c'est ce que tu disais. De ce qu'il y a dedans. D'accord. Mais je pense que c'est un format qui est bien, parce qu'en termes de prix, par rapport au jeu qui est une cinquantaine d'euros, c'est très honnête. Et on a assez de place pour amener des éléments relativement innovateurs. La chose où on essaie de faire attention,
avec Bruno, c'est que Five Tribes est un jeu qui est relativement. C'est-à-dire quand Bruno nous a montré Five Tribes et qu'on l'a développé et édité avec lui, on s'est pas dit on va faire 10 000 extensions comme on a fait pour Small World ou Aventura du Rail. On s'est dit effectivement le jeu c'est pas qu'il est fermé, mais vraiment il se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut là où il faut. Tu peux pas vraiment en enlever, en rajouter. Je peux le jouer, il n'y a aucun souci. Et donc au début on s'est dit effectivement est-ce qu'on peut rajouter des choses dans Five Tribes ou pas? C'était la vraie question, est-ce qu'on peut le faire? Et en discutant avec Bruno, on s'est rendu compte que oui, on peut. Oui, on peut. Ça m'aurait étonné aussi que Bruno réponde non, je ne peux pas inventer encore un peu plus. Oui, on peut parce qu'en fait, il y a un truc qui est tout bête, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les tuiles et les tribus, en fait, qui sont typiquement deux choses qui, par leur aspect modulable, c'est-à-dire que le plateau, c'est un arrangement de tuiles. Donc mon plateau, je peux y faire ce que je veux. Je peux enlever 10 tuiles et en mettre 10 autres. Voilà. Voilà. Et les tribus, c'est pareil. Je peux enlever un rouge et je mets un violet à la place si violet n'existait pas avec un Donc il y a ce côté finalement modulable dans la conception du jeu qui fait que, effectivement, pourquoi alors est-ce que l'extension 2 sera compatible avec la 1? Oui, on espère. On ne sait pas. Après, c'est peut-être pas le jeu dans lequel, le jour où il y aura 3 extensions, il faudra peut-être pas toutes les mettre en même temps parce que ça va devenir un peu, ça sera indigeste. Voilà. Mais on a encore beaucoup d'idées. D'accord. C'est sûr. On fera peut-être des extensions plus petites. À un moment donné, si on veut faire des extensions, tu vois, un peu plus, je ne vais pas dire gadget, mais avec moins d'effets, ou tu vois, juste un petit concept en plus ou en moins. Ça aussi, c'est une idée qu'on a. Mais on fera d'autres extensions de ce niveau-là. Et puis l'extension a été, beaucoup de gens effectivement disaient pourquoi une extension à Five Tribes et tout. Et je pense que tous les gens qui l'ont ont apprécié et sont d'accord pour dire oui. Ça c'est plutôt positif. C'est une question d'ailleurs de Monsieur Foussa67. Beaucoup de jeux Days of Wonder, parmi entre autres ceux qui ont eu le plus de succès, ce sont des jeux avec extension. Alors comme tu l'as dit, pas forcément prévus au départ, parfois oui et d'autres non. Est-ce que par contre, ça peut faire partie des critères entre guillemets de sélection d'un jeu en disant ce jeu-là il nous plaît bien, mais c'est dommage, il ne pourrait pas avoir d'extension, on ne le fera pas. C'est marrant, on m'a posé la même question il y a exactement 3 jours. D'accord, tu vois comme quoi. C'est intéressant. Monsieur Foussa. Voilà. Donc en fait, non, c'est pas un critère. C'est-à-dire que si le jeu on voit un proto et que ça nous paraît totalement démentiel et qu'on se dit mais ça va être compliqué à étendre, ça va pas nous empêcher de le faire. Clairement, je pense qu'il y a des fois des potentiels d'extension que tu ne vois pas tout de suite. D'accord. C'est le cas de Five Tribes. Five Tribes, tu veux dire oui, c'est peut-être l'étendre, mais on ne sait pas. Il y a d'autres jeux que tu vois. Tu joues et tu dis là on peut faire une extension qui fait ça, qui fait ci, tout ça. D'accord. Tu vois, voilà. Donc en fait, mais ça n'empêchera pas l'édition. Ça n'empêchera pas l'édition et ça n'empêchera pas si le jeu, les deux cas sont possibles. Si le jeu est en carton et se dire on peut pas faire d'extension. Dans ce cas-là, on va peut-être soit on n'en fait pas, soit on a un autre moyen d'agrandir la gamme, tu vois, de soit faire un deuxième jeu dans la même série ou un truc comme ça, tu vois. C'est un peu quasiment le cas d'Aventura du Rail, parce qu'Aventura du Rail, on a commencé et quelque part la première extension c'est Europe. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc on a même fois là, alors que c'est un jeu qui est au final très extensible. Tu vois. Et l'inverse aussi, si tu as un bon jeu comme Five Tribes qui sort et qui marche, et au début on s'est dit ça va être compliqué à étendre, mine de rien on va quand même voir avec l'auteur et dire effectivement est-ce qu'il y a moyen de faire une extension. Et puis surtout je crois assez aussi un truc, c'est que l'extension tu peux la créer, tu peux la préparer, et si tu y joues tu te rends compte que c'est moins bien que le jeu de base, faut surtout pas la faire. Faut pas la faire. Faut pas la faire. Je veux dire, faut pas forcément étendre un jeu si l'extension nuit finalement au jeu de base. Oui, je pense que c'est problématique. D'accord. Si c'est la même chose en plus long ou plus machin, pourquoi pas. Si c'est mieux, voilà, il faut que ça soit mieux, quoi. Faut que les gens... Autre petite question assez intéressante, on voit arriver derrière Risk Legacy et maintenant Pandémie Legacy ce système un petit peu de jeu qui se module, qui raconte une histoire de partie en partie. Alors là, Monsieur Heinz se propose le Small World Legacy. Ça serait génial. Ça serait génial. Moi, j'adore déjà sur le système Legacy, j'adore. Je trouve ça, j'ai pas encore joué à Pandémie. On avait commencé une campagne de Risk qu'on a arrêté, manque de joueurs au bout de la 5e, 6e. Je trouve le concept ultra novateur. Pour moi, en termes d'invention dans le board game, c'en est un et c'est une invention comme on a tous les 10 ou 20 ans, quoi, tu vois. Donc, je trouve ça super intéressant. Est-ce que nous, un jour, on l'intégrera dans nos jeux? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Et Small World est typiquement un bon candidat pour aller vers ce genre de. C'est pas une annonce que tu fais. Non, non, pas du tout. Alors, absolument pas. Tu vois, là, c'est la réflexion, c'est de la réflexion en direct d'édition de futur. Est-ce qu'on a Small World Legacy dans 3 ans ou dans 10 ans, tu vois. Mais non, je trouve ça super intéressant et ouais, un jour j'aimerais bien bosser sur un truc comme ça, quoi. Donc, après, est-ce que ça sera sur un jeu qu'on a déjà nous ou sur un autre jeu, je sais pas. Mais c'est intéressant. C'est trippant. Après, effectivement, la vraie question, c'est à quel point les gens aiment bien déchirer leur jeu, tu vois. Et moi, je sais que ça me pose pas trop de problème, parce que moi, dans ce cas-là, j'en achète 2. J'en achète quand je déchire, que je joue, et là, je les garde en cello, tu vois. Il est fou, cet homme. Il est fou. Et donc, ça me pose pas de problème. Ouais. Mais moi qui ai ma grande collection de Lego, tu sais, j'aime pas qu'on m'abîme mes Lego, tu vois. C'est ça. Et donc, si tu vois, je peux. Ouais. Mais je trouve l'idée en tant que joueur qui est super trippante, quoi. Donc, mais après, je sais qu'il y a des joueurs que ça peut rebuter. Donc il faut voir un petit peu quelle sera. Est-ce que et encore les gens disent ça m'embête de déchirer un jeu et de ne pas pouvoir l'utiliser au bout de 12 parties. Monsieur Bruno des Montagnes, donc Monsieur Bruno Catalan, BDM. Voilà, tout à fait, nous a rejoint sur le chat. Ça va, on va le saluer. Donc je vais redire ce que tu as dit. Five Tribes, donc normalement il est prévu 5 à 6 extensions. Il va falloir donc se mettre au boulot, plus un portage numérique. La version XL. La version XL. La version designer, ça on va s'en occuper. Non, il y a du boulot. Tout va bien, Bruno. Tout va bien. Un petit Five Tribes duel, tiens, pourquoi pas. Five Tribes duel, ouais. Vous avez fait, pour les Asmodée, vous avez fait un mode challenge. Ah, tiens, on pourra en parler. On y pense. Non, c'est plus qu'on y pense. On a mis le doigt sur un truc. Non, c'est pas mal ça, tu vois. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est pas mal. Tu n'es pas obligé. Non, on va. Bruno a travaillé avec un ami à lui sur une version solo. D'accord. De Five Tribes et j'en ai fait qu'une partie, hein, mais c'est très excitant. Je suis pas un joueur solo parce que moi, de manière générale, quand je joue en solo, c'est très excitant. Je joue sur mon ordinateur, tu vois. Mais c'est très très chouette, ça fait mal à la tête comme il faut, tu vois. Tu peux te dire qu'est-ce que tu fais comme ça, tu vois. Mais c'est très très bien. Donc on a une petite idée de comment on va le faire. Ça sera sûrement un petit cadeau. D'accord. Voilà. Ça s'en viendrait. Hein ça sent bon. Ça sent bon. Moi je trouve ça sent super bon. C'est très intéressant. Ouais, je pense que. Et bien voilà, on vient de faire avec Monsieur Adrien Martineau de Days of Wonder une belle rétrospective, je pense. Enfin, je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose. Combien de personnes Days of Wonder actuellement ? On est une quinzaine. Ouais, quinzaine. Quinzaine pour toutes ces boîtes remplies de merveilles. On vient de faire ce petit tour d'horizon. Merci beaucoup, Adrien, de nous avoir donné du temps. Merci, Nod, pour la réalisation. On va maintenant se retrouver, si vous le voulez bien, en cliquant sur le petit lien. Et puis pour ceux qui sont avec nous en live, directement dans la suite, pour une rétrospective, cette fois centrée autour de cette grande collection qu'est Les Aventuriers du Rail. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore Adrien. Et puis encore beaucoup de merveilles ludiques à venir, j'en suis sûr. Alors bonne partie et toujours amusez-vous bien. Salut!